voudrais continuer un peu l'étude de cette notion de parésia. Vous savez, cette notion qui, en toute première approximation, semble couvrir un domaine assez large, puisque le terme même se réfère, d'une part, au tout dire, d'autre part, au dire vrai, et troisièmement, au franc-parler. Tout dire, vrai dire, franc-parler. Donc, si vous voulez, les trois axes de la notion, et cette notion, vous vous souvenez, j'avais évoqué l'an dernier dans le contexte particulier de la direction de conscience, et je voudrais cette année l'étudier dans le contexte plus large du gouvernement de soi et des autres. Alors, dans le dernier cours, j'avais essayé de cerner un petit peu quelques aspects de cette notion de parésia, telle qu'elle peut apparaître dans un texte en quelque sorte moyen, le texte de Plutarque, où il met en scène l'affrontement parésiastique de Platon d'abord et de Dion ensuite, avec Denis le tyran. Alors, à partir de cette première esquisse, je voudrais maintenant revenir un petit peu en arrière et essayer de suivre avec plus de détails l'histoire, ou en tout cas différentes stratifications dans l'histoire de cette notion de parésia, avec ses significations politiques, enfin essentiellement dans la perspective de ses significations politiques. Parmi les textes classiques les plus importants concernant cette notion de parésia, il m'a semblé qu'on en trouvait quelques-uns dans Euripide, et en particulier dans 4 textes d'Euripide, Ion, les Phéniciennes, Hippolyte et les Bacchantes. Et la dernière fois, je vous avais très rapidement parlé du texte qu'on trouve dans Ion, ce texte dans lequel on voit le personnage principal, Ion, qui explique que, ne connaissant pas sa mère, il a grand besoin de savoir qui elle est. Non seulement il a besoin de savoir qui elle est, mais il voudrait bien qu'elle soit athénienne, afin de tenir d'elle, de tenir du côté de sa mère, Métrotène, le droit de parler librement, de tenir d'elle la parésia, car, dit-il, qu'un étranger entre dans une ville où la race est sans tache, même si la loi en fait un citoyen, sa langue, sa bouche restera esclave, certes, stoma doulon, il n'a pas le droit de tout dire, il n'a pas la parésia. Bon, tel était le texte que je vous avais signalé la dernière fois. Bon, alors, dans à propos de ce texte, on peut dire évidemment un certain nombre de choses. Dans l'édition Budé d'Euripide, la notice, qui est d'ailleurs fort intéressante et très historiquement, je pense, non seulement très convenable, mais très bien documentée, puisque malgré l'ancienneté de l'édition, ça date de 1925 ou 30, j'ai pu voir que les historiens de la littérature ne changent pas grand-chose à ce qui est dit du point de vue historique. Il n'en reste pas moins que l'auteur de la notice, qui s'appelle Grégoire, dit, eh bien voilà, Ion est un jeune homme tout de même très bien, très louable, très honorable, il fait preuve d'une piété exacte, d'une affection tendre, il a une intelligence prime-sautière, il a la joyeuse activité de la jeunesse, et il tient à son franc-parler. Bien, je voudrais vous montrer, enfin il me semble en tout cas, que le problème du franc-parler est un peu différent et n'a d'autres dimensions que celles psychologiques qui sont indiquées par Grégoire dans sa notice. Si je m'intéresse à ce texte de Ion, c'est parce qu'il se trouve précisément inséré au milieu, ou disons à la fin du premier tiers, d'une tragédie dont je crois bien qu'on peut dire qu'elle est entièrement consacrée à la parésia, en tout cas qu'elle est parcourue de bout en bout par ce thème de la parésia, du tout dire, du vrai dire et du franc-parler. Reprenons, si vous voulez, un peu l'histoire même qui sert d'arrière-plan à la tragédie. Ion est un personnage qui n'appartient à aucun des grands ensembles mythiques de l'héritage grec. C'est un personnage qui n'a non plus sa place dans aucune des pratiques cultuelles connues.
C'est un personnage tardif, c'est un personnage artificiel qui semble être apparu d'abord d'une apparence, avec une existence très discrète dans les généalogies savantes. Les généalogies savantes dont on a fait surtout usage à partir du 7e siècle et qui ont été réactivées souvent au 5e siècle. Et il s'agissait à travers ces généalogies savantes, vous savez, soit d'asseoir et de justifier l'autorité politique et morale de quelques grands groupes familiaux, ou encore il s'agissait de donner des ancêtres à une cité, de revendiquer les droits de cette cité, de justifier une politique, etc. Dans ces généalogies politiques, artificielles et tardives, Ion apparaît, j'allais dire comme son nom l'indique, comme l'ancêtre des Ioniens. C'est-à-dire qu'on a fabriqué même le nom de Ion pour donner aux Ioniens qui avaient été depuis longtemps baptisés sous ce nom, pour leur donner un ancêtre. C'est ainsi que Hérodote explique que les Ioniens, quand ils habitaient dans le Péloponnèse, c'est-à-dire dans la partie appelée la Achaïe du Péloponnèse, eh bien, ils ne s'appelaient pas les Ioniens, dit Hérodote, ils s'appelaient Pélage, mais à l'époque de Ion, fils de Xuthos, ils prirent le nom de Ionien. Donc, Ion est le héros éponyme des Ioniens. Il est leur ancêtre commun. C'est, si vous voulez, le thème général de toutes ces généalogies, enfin des généalogies qui parlent de Ion. Bon, je passe sur les différentes versions et développements successifs de cette généalogie. Je voudrais simplement indiquer ceci, c'est que Ion, ancêtre des Ioniens, était donc localisé d'abord en Achaïe, mais que Athènes et les Athéniens, à mesure que croissait leur puissance, à mesure que se marquait davantage l'opposition entre Sparte et Athènes, à mesure aussi que Athènes revendiquait et exerçait d'ailleurs le leadership sur la Ionie, eh bien, Athènes a tendance de plus en plus à se présenter, à vouloir se présenter comme la cité des Ioniens et à revendiquer Ion comme un Athénien, ou en tout cas comme un des acteurs principaux de l'histoire d'Athènes. Et on voit Ion, en quelque sorte, émigrer petit à petit d'Achaïe vers Athènes, où il arrive, dans certaines versions de la légende, à titre d'immigré, mais d'immigré important, d'immigré décisif, puisque c'est à lui qu'on prête la première grande révolution ou réforme de la constitution athénienne. C'est à lui en tout cas qu'on prête ceci, le changement suivant. Après la première fondation d'Athènes, aurait eu lieu une sorte de nouvelle fondation, ou en tout cas une réorganisation interne d'Athènes qui aurait réparti le peuple athénien en 4 tribus. Ces 4 tribus primitives seraient à l'origine d'Athènes et de l'organisation politique d'Athènes. C'est la version d'ailleurs que vous rencontrez chez Aristote dans la Constitution d'Athènes. Vous savez, il énumère les 11 révolutions, ou les 11 grandes réformations de la cité athénienne. La première d'entre elles, c'est Ion fondant les 4 tribus. Mais Ion est, chez Aristote, quelqu'un qui vient d'Achaïe, qui immigre à Athènes et qui réorganise Athènes. Seulement, on voit bien comment, quel type de problème et d'embarras pouvait susciter ce type de légende à une époque où Athènes revendiquait pour elle-même l'autochtonie, c'est-à-dire le fait que les habitants d'Athènes n'auraient pas été, à la différence de tant d'autres Grecs, des gens venus d'ailleurs, mais qu'ils seraient nés de leur sol même. À l'époque donc où les Athéniens veulent se différencier des autres Grecs en affirmant cette autochtonie originaire, au moment où ils prétendent exercer la domination politique sur le monde ionien, comment peut-on admettre que c'est un Ionien immigré qui a réformé Athènes? D'où, si vous voulez, une tendance, un penchant perpétuel de toute cette légende de Ion à réintégrer
à intégrer, à insérer d'une façon aussi stricte que possible Ion dans l'histoire athénienne. Et si vous voulez, dans le cadre de ce mouvement, de cette tendance dans l'élaboration de la légende, que se situe la tragédie d'Euripide. Et semble-t-il d'ailleurs une tragédie écrite par Sophocle et perdue maintenant et qui s'appelait Créuse et qui semble avoir été écrite peu de temps avant Ion d'Euripide. Bon. Vraisemblablement dans la tragédie de Sophocle, certainement en tout cas dans Ion d'Euripide, eh bien, l'élaboration de la légende va tenter de lui donner une signification acceptable, c'est-à-dire que l'enjeu de cette élaboration tragique de la légende sera comment conserver la fonction ancestrale et fondatrice de Ion par rapport à tous les Ioniens, mais en inscrivant et en enracinant l'histoire de Ion dans Athènes même, et en faisant de Ion, contrairement à la forme originaire de la légende, comment en faire quelqu'un originaire d'Athènes. Il faut réintégrer Ion dans Athènes et en lui conservant sa fonction d'ancêtre de tous les Ioniens. C'est ce retournement qui place l'origine de Ion, la naissance de Ion à Athènes, et qui fait de Ion l'ancêtre de tous les Ioniens. C'est ce retournement qui est opéré par Euripide, d'une façon complète et jusqu'à ses extrêmes limites, puisque Euripide va se donner une intrigue dans laquelle Ion va être athénien, complètement athénien, ou plus exactement de sang athénien et divin. Et il va naître de Créuse d'une part, du côté de la maternelle, et d'Apollon du côté paternel. Il va donc être athénien. Ion va être à l'origine des 4 tribus athéniennes primitives, par ses 4 fils. Il va être, à travers ses 4 fils, l'ancêtre de tous les Ioniens, et d'un autre côté, on va lui donner comme demi-frère Achaïos et Doros, nés de Créus sa mère et de Xoutos. Achaïos, qui comme son nom l'indique bien sûr, est l'ancêtre des Achéens, et Doros, qui comme son nom l'indique aussi, est ancêtre des Doriens. De sorte que Ioniens, Achéens et Doros, et des Doriens, se trouveront ainsi parents, grâce au lien de parenté qu'il y a entre Ion, Créus, Xoutos, etc., tous personnages que l'on retrouve à Athènes même. Bon. Cette élaboration de la trame légendaire de Ion, cette transformation d'un immigré en un autochtone, cette sorte d'impérialisme généalogique qui va faire que finalement tous les Grecs, Achéens, Doriens, Ioniens vont venir de cette même souche, tout ceci, ainsi qu'un certain nombre d'autres renseignements intérieurs au texte et disséminés dans le texte, ont permis aux historiens, en particulier à Grégoire, de dater précisément la pièce, et la date proposée par Grégoire a été maintenue jusqu'à maintenant. On admet qu'elle date de 418, même très vraisemblablement de la seconde moitié de 418. En tout cas, à coup sûr, pendant cette période brève qu'on appelle la paix de Nicias, c'est-à-dire à la fin de la première partie de la guerre du Péloponnèse, cette première partie de la guerre du Péloponnèse dans laquelle Spartiates et Athéniens s'étaient opposés, et après des péripéties diverses, vous savez que, en somme, la victoire était plutôt revenue à Athènes. En tout cas, la paix de Nicias avait été signée dans des conditions telles que la puissance athénienne ne se trouvait pas encore entamée. Le désastre de Sicile n'arrivera qu'après la rupture de la paix de Nicias. La puissance athénienne n'est pas entamée, son empire surtout n'a pas été touché, et c'est au cours de cette trêve que Athènes essaie de profiter de ce temps de paix
pour fortifier ses alliances, pour affirmer sa suprématie et surtout pour constituer une sorte d'alliance des Ioniens, regrouper les Ioniens sous la direction athénienne. Ce regroupement des Ioniens est une des pièces essentielles de la stratégie d'Athènes depuis un certain temps. Elle l'est certainement d'une façon plus intense que jamais pendant cette paix de Nicias où l'affrontement avec Sparte n'est pas encore achevé, n'en est qu'à sa première phase. Et il faut tenir compte aussi, et ça va jouer un rôle important dans la pièce, il faut tenir compte aussi de ce fait que Delphes, les amphictyons de Delphes, tout le mouvement de panhellénisme qui a pu tourner autour de Delphes avait été, pendant la première partie de la guerre du Péloponnèse, avant la paix de Nicias, tout ce mouvement avait été, en fait, avait penché beaucoup plus du côté de Sparte que du côté d'Athènes. Et il y avait eu, pendant toute cette première partie de la guerre du Péloponnèse, une hostilité assez violente du centre delphique contre Athènes, et la paix de Nicias représentait une sorte de compromis, d'apaisement entre Delphes et Athènes. Delphes avait laconisé avant la paix de Nicias. La paix de Nicias constitue, c'est un de ces éléments, une sorte de réconciliation Athènes-Delphes. Bon, c'est à partir de cette trame légendaire, d'une part, et de cette stratégie politique précise qu'Euripide va bâtir sa pièce, et il se donne comme intrigue le schéma suivant, qui est d'ailleurs expliqué au début de la pièce par Hermès, selon un procédé qu'on trouve dans beaucoup des pièces d'Euripide, d'ailleurs dans beaucoup de tragédies. Un personnage, parfois un dieu, en l'occurrence donc c'est Hermès, vient sur la scène et explique où on en est de l'intrigue, rappelle le fond légendaire qui va être utilisé dans la pièce. Alors voici ce que Euripide, par la bouche d'Hermès, explique. Il dit ceci: Érecté, athénien bien sûr de souche, né du sol même d'Athènes, garant par conséquent de cette autochtonie à laquelle les Athéniens tiennent tellement, Érecté a eu une fille qui s'appelle Créuse et qui se trouve donc athénienne de souche, liée directement par son père à ce sol d'Athènes d'où il est né. Créuse, jeune fille, est séduite par Apollon. Elle est séduite par Apollon et prise par lui dans les grottes même de l'Acropole, au plus près par conséquent du temple et du lieu sacré réservé au culte d'Athéna. Elle est séduite, prise par Apollon sur les flancs de l'Acropole, et elle conçoit un fils que par honte, et pour cacher son déshonneur, elle va exposer en l'abandonnant. Bon, et ce fils disparaît sans laisser de traces. En fait, Hermès a enlevé le fils né des amours de son frère Apollon et de Créuse. Hermès l'enlève sur l'ordre même d'Apollon, transporte l'enfant dans son berceau à Delphes, où il est déposé, toujours par les soins d'Hermès, dans le temple, et la prêtresse d'Apollon, la Pythie, voyant cet enfant, mais ne sachant pas, toute Pythie qu'elle est, qu'il s'agit de l'enfant d'Apollon, le prend pour un enfant trouvé, le recueille cependant, le nourrit et en fait un serviteur du temple. Et voilà donc le fils d'Apollon et de Créuse devenu un humble serviteur qui va balayer le seuil du temple. Ce fils, bien entendu, c'est Ion. Pendant ce temps-là, Créuse, dont personne ne sait autour d'elle qu'elle a été séduite par Apollon et qu'elle a eu un fils, Créuse est mariée par son père Érecté à Xouthos. Or, Xouthos est un étranger, il n'est pas né, lui, à Athènes,
Il vient bien d'Achaïe, c'est-à-dire d'une partie du Péloponnèse, mais il a été donné par Érectée. Il a été donné à Créuse par Érectée, car au cours d'une guerre de conquête de l'Eubée, Xouthos a aidé l'armée athénienne, il a aidé Érectée, et en récompense de cette aide, Xouthos reçoit Créuse et sa dot. Voilà. Telle est la situation que Euripide se donne ou se fait donner par Hermès au début de la pièce. Bon. Alors, je voudrais, avant d'entrer dans l'analyse des différents éléments de la pièce et de leur mécanisme, je voudrais m'arrêter un instant. Bon, la pièce, vous voyez tout de suite en quoi elle va consister, ça va être dans la découverte d'une vérité. La découverte de la vérité, de la naissance de Ion. La pièce va consister en ceci, que ce serviteur anonyme du temple d'Apollon, ce serviteur va se révéler être non pas un enfant anonyme trouvé à Delphes, mais bien quelqu'un qui, né, conçu à Athènes, né à Athènes, va pouvoir rentrer à Athènes et y accomplir la mission historique et politique de réorganisation de la cité, mieux encore, de fondation de cette longue dynastie humaine, en quoi consistent les Ioniens. Cette révélation de la naissance, de la vérité de la naissance d'Ion, c'est une trame dramatique que l'on retrouve dans beaucoup d'autres pièces grecques. On aurait pu la retrouver, par exemple, si le texte avait été conservé, dans une autre pièce d'Euripide, l'Alexandros, qui raconte comment Écube et Priam, souverains de Troie, ayant su par une prophétie que leur fils Paris ou Alexandros risquait de déclencher le désastre de Troie, eh bien, décide de l'abandonner, l'expose, croit qu'il a disparu, et puis voilà qu'un jour, il le rencontre et l'identité et la naissance d'Alexandros Paris se révèle, à partir de quoi eh bien, les désastres de Troie pourront avoir lieu. Donc c'est un schéma. Mais ce qui est à remarquer, c'est ceci. C'est que cette venue au jour de la vérité, cette venue à la lumière de la vérité de la naissance, premièrement, elle va s'effectuer en un lieu précis. Elle ne s'effectue pas en effet à Athènes, elle s'effectue à Delphes, puisque c'est à Delphes que se trouve Ion, caché sous les espèces d'un serviteur du temple. La production de la vérité se produit dans ce lieu de Delphes, où, et comme chacun sait, le vrai se dit. Le vrai se dit sous une forme oraculaire, sous cette forme oraculaire d'un dire vrai dont vous savez qu'il est toujours réticent, énigmatique, difficile à comprendre, et qui pourtant, inéluctablement, dit ce qui est et ce qui sera. Le Dieu oblique, le Dieu qui, comme le disait Héraclite, ne parle que par signes, ce Dieu réside précisément à Delphes. Et c'est à Delphes. Mieux, c'est tout près du temple. Mieux encore, c'est sur le parvis même du temple que cette vérité va se dire. Par le pouvoir de l'oracle, vous verrez que non. Mais tout proche de l'oracle, au plus près de l'oracle, en face de l'oracle, et jusqu'à un certain point, contre l'oracle. En tout cas, nous sommes au lieu essentiel du dire vrai oraculaire dans la culture grecque. Deuxième, il faut remarquer que cette alléturgie, cette découverte de la vérité, cette production de la vérité, elle ne pourra se faire que si les deux partenaires de cette union restée secrète et cachée, Créuse, la femme, Apollon, le père et le dieu, que si ces deux-là disent la vérité sur leur union secrète. Il faut qu'ils disent ce qu'ils ont fait, et il faut qu'ils le disent à leur progéniture.
naissance, conjonction de la femme et du Dieu, conception, naissance de l'enfant, exposition par la mère, enlèvement par Apollon, tout ceci n'est pas su par les personnages, et c'est tout cela qui devra être dit. Troisièmement, il faudra aussi que ce dévoilement de la vérité conduise Ion jusqu'à réintégrer cette Athènes où il a été conçu et où il est né, et lui permette à Athènes d'exercer un droit politique fondamental, le droit de parler à la cité, de tenir à la cité un langage de vérité et un langage de raison, qui sera précisément une des armatures essentielles de la Politeia d'Athènes, de la structure politique d'Athènes, de la constitution d'Athènes. Par conséquent, si vous voulez, la pièce va aller du lieu où le Dieu dit le vrai par la parole oraculaire et énigmatique, jusqu'à, ça c'est Delphes, jusqu'à la scène politique où le chef de plein droit use de son franc-parler à travers une constitution qui est celle même du Logos, et ça c'est Athènes. Et le passage du lieu où se dit oraculairement la vérité à la scène politique où se tient le langage raisonnable du gouvernement, ce passage ne pourra se faire que si le Dieu et la femme, l'homme et la femme, le père et la mère disent dans l'aveu de ce qu'ils ont fait la vérité de la naissance de leur fils. Cette série des trois dire vrai, celui de l'oracle, celui de l'aveu et celui du discours politique, c'est cela qui est raconté tout au long de la pièce. Il s'agit de la fondation du discours vrai dans la cité par une double opération ou dans une double référence à la parole oraculaire qui aura, vous le verrez, un rôle à jouer, mais lui-même très énigmatique et ambigu, et puis cette parole de l'aveu du père et de la mère, du Dieu et de la femme. C'est cette série, si vous voulez, qui constitue, je crois, le fil directeur de la pièce, et c'est dans cette mesure-là où il s'agit bien d'une tragédie du dire vrai, d'un drame du dire vrai, cette dramatique du discours vrai dont je vous parlais la dernière fois et qui me paraît être le cadre dans lequel on peut comprendre ce qu'est la parésia, cette dramatique du dire vrai, il me semble que la pièce de Ion en est la représentation, le développement le plus éclatant. Il me semble que cette pièce de Ion, c'est vraiment la représentation dramatique du fondement du dire vrai politique dans le champ de la constitution athénienne et de l'exercice du pouvoir à Athènes. Ça, le premier aspect. Deuxième chose à laquelle je voudrais m'arrêter avant de commencer aussi cette lecture de Ion, c'est ceci. C'est que cette pièce, vous le voyez, comporte un certain nombre d'analogies, bien sûr avec beaucoup d'autres pièces d'Euripide. Elle comporte, me semble-t-il, aussi un certain nombre d'analogies assez précises avec une autre pièce qui n'est pas d'Euripide, mais qui est de Sophocle. Et il me semble que dans cette proximité, on peut se servir de cette proximité pour analyser un peu de plus près ce qu'est, comment se passent les choses et comment se dit la vérité dans Ion. Mais j'ai l'impression qu'il y a un bruit dans le micro, non? Oui? Il y a un sifflement. C'est ainsi. Ça doit être un appareil. Pardon? Ça doit être un appareil qui marche pas. Mon pauvre, comment savoir lequel? Ça vous gêne beaucoup? Pas trop? Bon, enfin, écoutez, c'est fini. C'est parfait. Je sais pas comment ça s'est fait. Bon, alors, l'autre pièce de Sophocle, enfin, la pièce de Sophocle que je voudrais rapprocher de la pièce d'Euripide, c'est une pièce où il est question également, bien sûr,
du dieu de Delphes qui dit et qui cache la vérité. C'est une pièce où il est question aussi de parents qui exposent leurs enfants. Une pièce où il est question d'un enfant qui disparaît, passe pour mort et réapparaît. Pas besoin de vous dire que la pièce à laquelle, inévitablement, je crois, Ion fait penser, c'est Oedipe. Oedipe qui est également une pièce du dire vrai, du dévoilement de la vérité, de la dramaturgie du dire vrai, ou si vous voulez, de la liturgie. Et je crois qu'il serait facile de relever beaucoup d'éléments communs entre Oedipe et Ion. Des éléments de symétrie directe, où il y a une petite scène assez discrète, enfin je ne voudrais pas surinterpréter, mais il me semble qu'on voit très tôt dans la pièce de Ion, presque au début, la première rencontre de Ion avec celui qui, de bonne foi, croit être son père, Zoutos. Ils se rencontrent, et là, il y a une scène assez ambiguë. Encore une fois, il ne faut pas sans doute trop la surinterpréter, mais un certain nombre d'éléments laissent supposer que Zoutos, qui croit de bonne foi saluer son fils en la personne de Ion, se jette sur lui, l'embrasse, l'entoure de cajolerie paternelle, et Ion se défend avec manifestement la pudeur d'un jeune homme qui se trouve un petit peu assailli par un monsieur barbu, et qui lui dit tiens-toi tranquille, Euphroneille, sois raisonnable. Comme Xoutos, dans son élan paternel, continue à manifester son affection, Ion se fâche et menace de le tuer. Il me semble qu'on peut, je crois, reconnaître là la fameuse scène, enfin une sorte d'écho à la fameuse scène de Laios et d'Oedipe, dont vous savez que dans beaucoup de versions, pas dans celle de Sophocle, mais en tout cas dans beaucoup de versions, c'était une scène de séduction, Laios ayant voulu séduire le jeune Oedipe qui passait sur le chemin, Oedipe a répondu en tuant Laios. Bon, on a cet élément là, mais beaucoup plus convaincant, me semble-t-il, d'autres éléments, et en particulier des éléments de symétrie inversée. Ion, en effet, vit sans savoir qui il est dans le temple d'Apollon. Dans le temple d'Apollon, c'est-à-dire qu'il vit chez son père, sans savoir qu'il vit chez son père. Comme Oedipe vivait chez une femme qui était son épouse, mais dont il ne savait pas qu'elle était sa mère. Ion vit chez Apollon, comme Oedipe vit chez sa mère. Deuxièmement, on voit alors là une scène absolument explicite dans laquelle Ion, pour un certain nombre de raisons, à travers des péripéties que je vous raconterai ou que je vous résumerai, Ion, à un moment donné, veut tuer sa mère, sans savoir bien sûr quelle est sa mère. Et on a là, je crois, très exactement la reproduction, mais reportée cette fois sur la mère, du meurtre d'Oedipe, du meurtre de Laios par Oedipe. Je crois aussi qu'on peut relever des analogies entre ces deux pièces par le mécanisme même de la recherche de la vérité, où elle se fait en quelque sorte moitié par moitié. Vous vous souvenez que dans Oedipe, il y a d'abord, dans la première partie de la pièce, ou le second tiers en tout cas, dans une partie de la pièce, vous avez la découverte de la vérité du meurtre de Laios, et puis seconde partie, vous aurez la découverte de la vérité de la naissance d'Oedipe. Et puis, la découverte du meurtre de Laios peut elle-même se diviser en deux, dans la mesure où on a d'une part le récit d'Oedipe racontant comment il a tué un inconnu sur la route, et puis le récit qui va nous apprendre que cet inconnu, ça ne peut être que Laios. De la même façon pour la naissance. C'est par moitié que la vérité avance, et vous verrez que là aussi, c'est par moitié que la vérité va avancer et qu'on aura la moitié paternelle, puis la moitié maternelle, jusqu'à ce que l'ensemble de ces éléments reconstitue l'ensemble de la vérité.
Seulement, si on a beaucoup d'éléments communs et des analogies, aussi bien dans les épisodes que dans la structure même de la pièce, il me semble qu'il y a une différence, je dirais même une opposition entre la dramaturgie du dire vrai dans Oedipe et la dramaturgie du dire vrai dans Ion. Dans Oedipe, en effet, d'abord, le dire vrai est mis en œuvre par lui-même. C'est Oedipe qui veut savoir la vérité. Il a besoin, en tant que souverain, et pour ramener la paix et le bonheur dans sa ville, de savoir la vérité. Et cette vérité se révèle être quoi ? Eh bien, il se révèle d'abord qu'il a supprimé son propre père, qu'il a donc en quelque sorte fait un trou dans la souveraineté qui s'exerçait sur la cité et dans le palais même de Laios, et il s'est précipité dans cette place vide, épousant sa mère, prenant le pouvoir, et c'est la découverte de cela qui finalement l'amène à être exclu et à s'exclure lui-même de la cité. Il ne peut plus, il le dit lui-même à la fin de la pièce, tant que je vivrai, que jamais cette ville, que jamais la ville de mes pères ne me soit donnée comme séjour. Il va donc être obligé de partir par la découverte même de cette vérité dont il a enclenché le processus de découverte. Et il ne lui restera plus, désormais, qu'à errer à travers le monde, à errer à travers le monde dans la nuit de sa cécité, puisqu'il s'est crevé les yeux, et sur cette terre qu'il parcourra, sans abri et sans patrie, il n'aura pour se guider que quoi ? Il le dit là aussi très clairement à la fin de la pièce, il n'aura que la voix de ses filles qui le guideront, sa propre voix qu'il entend flotter dans les airs, sans pouvoir la situer, sans savoir où il est, sans savoir où elle est, cette voix, et c'est par cette errance qui n'est guidée que par l'échange des voix entre le père et les filles que Oedipe va tourner sur la terre grecque jusqu'au moment où il trouvera à Athènes, précisément, le lieu final de son repos. Au contraire, avec Ion, on a un processus de découverte de la vérité, où d'une part, et d'abord on va voir que ce n'est pas Ion lui-même qui cherche la vérité, mais ce sont les parents. Deuxièmement, cette vérité que Ion va découvrir, ou plutôt qui va être découverte à propos de Ion, ne va pas du tout découvrir, bien sûr, qu'il a tué son père. Il va découvrir qu'il a en quelque sorte deux pères. Et il se trouvera à la fin de la pièce avec deux pères, une sorte de père légal qui continuera jusqu'au bout à croire qu'il est le père réel, c'est Xouthos. Et puis un second père. Ce second père, c'est Apollon. C'est Apollon qui assure par la paternité réelle de Ion que c'est bien entièrement à Athènes qu'il a été conçu. Et c'est grâce à cette double paternité de Xouthos et d'Apollon que Ion va pouvoir, eh bien, tout à l'au contraire d'Oedipe, rentrer dans sa patrie, s'y installer, y recouvrer tous ses droits, et grâce à ce lien fondamental ainsi retrouvé, grâce à cette réinsertion dans la terre même d'Athènes, il pourra exercer le droit légitime de la parole, c'est-à-dire exercer le pouvoir à Athènes. Et on a donc, je crois, dans ces deux processus de la liturgie de la naissance, de la découverte de la vérité de la naissance, vous voyez que vous avez en fait deux processus différents et qui mènent exactement au résultat inverse. L'un avait un père en moins, et finalement il a été obligé de quitter sa patrie et d'errer guidé par une voix sans terre, et on a l'autre, au contraire, qui découvre qu'il a deux pères, et grâce à cette double paternité, va pouvoir insérer sa parole d'homme qui commande sur la terre à laquelle il a droit. Bon, voilà le cadre, si vous voulez, de la pièce. Bon, je voudrais maintenant vous montrer un petit peu comment se déroule ce processus du dire vrai et ce dévoilement de la vérité par les différentes procédures du dire vrai.
Sur le fond d'événements que je vous ai rappelés et que Hermès indique tout à fait au début de la pièce, à savoir donc cette naissance secrète de Ion, le mariage ultérieur de Créuse avec Zoutos, le fait que Ion vit caché sans que personne sache son identité comme serviteur de Dieu à Delphes, et puis le fait que Créuse et Zoutos, au moment où la pièce commence, n'ont pas encore leurs deux fils qui leur naîtront après la pièce, et dont il est juste question dans les derniers vers de la pièce, Achaïos et Doros. Donc ils sont sans postérité, et c'est précisément pour cela que eux qui séjournent à Athènes, Zoutos, chef immigré, mais ayant épousé Créuse, et Créuse descendante d'Érectée, eh bien, Zoutos et Créuse viennent d'Athènes à Delphes pour consulter le dieu et lui demander s'ils ne vont pas enfin avoir une descendance qui pourra assurer la continuité à la fois historique et territoriale fondée par Érectée, lorsque Érectée, née de la terre attique, a fondé la cité athénienne. Voilà donc le problème. Créuse et Zoutos viennent consulter le dieu, et ils viennent consulter le dieu car ils n'ont pas d'enfants et ils veulent établir cette continuité. En fait, vous voyez que la consultation n'est pas exactement la même pour les deux consultants. D'un côté, Zoutos vient consulter Apollon, il vient consulter Apollon selon les règles ordinaires pour savoir si vraiment il n'aura pas de descendance. C'est la demande à l'oracle. Créuse vient aussi, en apparence, pour poser la même question. Est-ce que je n'aurai pas de descendance? Mais en fait, elle en pose une autre en même temps. Car elle sait bien qu'elle a eu un enfant. Et elle sait bien qu'elle a eu cet enfant d'Apollon. Et elle vient poser la question, qu'est donc devenu le fils que tu m'as donné, que tu m'as fait, et que j'ai exposé? Est-ce qu'il vit encore ou est-ce qu'il est mort? Mais alors que la première consultation, celle de Zoutos, la première question, est à la fois une question, si vous voulez, ordinaire, c'est la consultation du consultant ordinaire, une question publique, la question de Créuse, qu'as donc tu fait du fils que tu m'as donné? Cette question est une question privée, de la femme à l'homme, ou plutôt de la femme au Dieu. Et c'est en venant à Delphes pour cette double demande, la demande officielle et la demande secrète, c'est en venant faire cette double demande que Créuse et Zoutos, se présentant devant le temple d'Apollon, rencontrent ce jeune homme qui est là, avec à la main un des branches de laurier avec lesquelles il balaie le seuil du temple, et l'eau lustrale qu'il verse, car, dit-il, il a le droit de la verser, ayant toujours gardé sa chasteté. Bon. Voilà donc, et bien sûr, Ion ne connaît pas sa propre identité, et par conséquent ne peut pas reconnaître ses parents, pas plus que ses parents ne peuvent le reconnaître. On a donc trois ignorants qui ont chacun en face d'eux la réponse à leur question. Zoutos cherche un héritier, et en fait, il l'a devant lui, sans le savoir. Créuse cherche un fils, le fils qu'elle a eu, et elle l'a également devant elle. Quant à Ion, il se plaint d'ailleurs sans beaucoup d'insistance sur le fait qu'il est un enfant abandonné, qu'il n'a pas de patrie, qu'il n'a pas de mère et qu'il n'a pas de père. Or, sa mère, il l'a en face de lui, et son père, il en a deux. Il a celui qui va devenir son père légal, Zoutos, et puis il a à côté de lui, derrière lui, son père réel, le dieu. Et on a donc, si vous voulez, ceci, d'une part, au fond de la scène, le temple du Dieu qui sait tout et qui doit dire la vérité en réponse aux demandes qu'on lui fait, et puis il y a devant la scène le public, l'amphithéâtre, qui a été averti par Hermès au début de la pièce de toute la vérité de la chose. Et entre ces deux instances qui savent, le public qui a été averti par le dieu Hermès et Apollon qui
bien sûr, c'est entre ces deux instances de la vérité, les trois personnages ignorent, ils ne se reconnaissent pas les uns les autres, et toute la pièce va être précisément là le dévoilement de la vérité pour ces trois personnages et sur l'espace de la scène, à liturgie de la vérité. Donc. Et ce qui va constituer le ressort du drame, c'est quoi? Eh bien, c'est la difficulté même à se dire vrai. C'est une réticence essentielle qui est due à quoi? Eh bien, elle est due à deux choses, et c'est en cela que cette pièce de Yon est, je crois, importante et intéressante. D'une part, il y a la raison, si vous voulez, j'allais dire structurale, essentielle, fondamentale, permanente, qui fait que lorsque les hommes interrogent les dieux, si les dieux répondent, rien ne force les dieux à leur répondre de telle manière que la réponse soit claire. Au contraire, cela fait partie de la vérité oraculaire, cela fait partie du dire vrai oraculaire plutôt, que la réponse soit telle que les hommes puissent la comprendre ou puissent ne pas la comprendre. De toute façon, le Dieu n'est jamais forcé par les hommes à dire vrai. Sa réponse est ambiguë et il est toujours libre de la donner s'il veut. Réticence donc dans la clarté même de l'énonciation, réticence aussi dans la liberté préservée du Dieu à parler ou à ne pas parler. Ceci fait partie, si vous voulez, du fond commun, c'est le trait commun, le trait permanent à tout jeu oraculaire de questions et de réponses. Cette réticence propre à la structure oraculaire de tout dire vrai par les dieux, et par le dieu de Delphes en particulier, cette réticence essentielle, le texte y fait souvent référence. L'énigme, la réponse est une énigme, et par conséquent, on peut toujours se tromper. Donc, tout ceci, et c'est cette référence et ces éléments connus. Mais il y a dans la pièce une raison spécifique et propre à l'intrigue même, qui fait que la réticence du Dieu est en quelque sorte scellée par une autre clause. Car, en l'occurrence, si le Dieu se tait, ce n'est pas simplement qu'il est libre de ne pas parler, ce n'est pas simplement qu'il fait partie de la réponse oraculaire d'être énigme et de ne parler que par signe, comme disait Héraclite. C'est tout simplement que Apollon, en prenant Créus de force, et en l'abandonnant ainsi au flanc de l'acropole, le Dieu a commis une faute. Il est coupable. Et la culpabilité du Dieu est un thème que l'on va retrouver absolument tout au long de la pièce, du début à la fin. Dès le début, dès qu'on apprend, dès que Yon apprend, je passe actuellement sur les détails de l'intrigue, mais dès que Yon apprend que Apollon a séduit une fille et l'a abandonnée, il ne sait pas du tout encore que c'est sa mère, il ne sait pas que c'est Créus, etc. Il apprend simplement ça, il entend parler de cette séduction. Et lui, Yon, qui est pourtant le serviteur fidèle du Dieu, le serviteur chaste aussi du Dieu, Yon s'indigne et il dit, le Dieu est coupable. Il est coupable et la mère est à plaindre. Et dans ce même dialogue, où il parle avec Créus, on entend ceci. Dion demande comment tirer de Dieu un oracle qu'il veut taire. Créus répond, sur ce trépied, il doit réponse à tous les Grecs. Dion réplique, mais il rougit de son acte, alors ne le presse pas. Créus, s'il en rougit, elle, la pauvre femme, en gémit. Et Dion conclut, nul ne se trouvera pour te communiquer un oracle pareil, convaincu d'une faute dans sa propre demeure. Apollon, justement, s'en prendrait à celui qui t'en ferait l'annonce. Vous voyez le choc des deux mots et par conséquent le problème qui est posé. Apollon a été injuste à Dicos, il a commis une faute, et c'est Dicaios, c'est justement qu'il refusera
de parler et de se désigner lui-même comme le coupable. Par conséquent, la réponse ne peut pas venir du Dieu, non pas à cause de la structure même du dire vrai oraculaire, mais parce que il faudrait que le Dieu qui a mal fait avoue qu'il a mal fait et surmonte la honte de sa mauvaise action. Cette honte éprouvée par le Dieu de sa mauvaise action est un des fils directeurs de la pièce, et tout à fait à la fin, lorsque enfin la liturgie se complétera et s'achèvera. Lorsque toute la vérité sera dite, est-ce qu'elle va être dite par le Dieu? Est-ce qu'elle va être dite par Apollon? Par celui qui pourtant, dit le texte, doit la vérité à tous les Grecs? Pas du tout. La divinité qui va dire la vérité à la fin, c'est quelqu'un qui va apparaître au-dessus du temple d'Apollon, le coiffant et le dominant, pour des raisons qui sont politiques bien sûr, mais aussi pour des raisons qui tiennent à ce que je suis en train de vous expliquer. Ça va être Athéna. C'est Athéna, la déesse d'Athènes, qui va fonder en vérité toute l'histoire, qui va fonder par son propre discours de vérité la structure politique d'Athènes. Elle va intervenir et dire la vérité que le dieu Apollon ne peut pas arriver à dire, et elle explique d'ailleurs pourquoi c'est elle qui vient et non pas le dieu. Elle dit: Apollon ne veut point se présenter à votre vue en personne, car il craint les reproches publics pour le passé, et il m'envoie vous déclarer que, etc. Et toute la fonction, à la fois fondatrice et prophétique en même temps du dire vrai, va se trouver assurée par Athéna, car il faut, encore une fois, pour des raisons politiques, que ça soit Athéna, mais aussi parce que le Dieu ne peut pas lui-même dire la vérité. Il me semble qu'on a là un des traits essentiels, caractéristiques de cette tragédie de Ion, le dire vrai d'un Dieu parlant aux hommes et leur révélant, selon la fonction même de l'oracle, ce qui est et ce qui sera. Se dire vrai, dans le cas de cette pièce, dans le cas de Ion, se dire vrai doit être aussi le dire vrai du Dieu sur lui-même et sur ses fautes. La réticence de l'oracle est aussi l'hésitation à avouer. Et cette superposition de l'énigme oraculaire à la difficulté d'avouer, la superposition du dire vrai de l'oracle au dire vrai de l'aveu, cette superposition qui s'effectue dans le Dieu et dans la parole même du Dieu, c'est cela, je crois, qui est un des ressorts essentiels de la pièce. Par conséquent, puisqu'on a là affaire à une situation dans laquelle celui qui doit dire vrai, celui dont la fonction est de dire vrai, celui qu'on vient consulter pour dire vrai, celui-là ne peut pas dire la vérité, car cette vérité serait un aveu sur lui-même. Comment la vérité va-t-elle faire son chemin? Comment le dire vrai va-t-il s'instaurer et instaurer en même temps la possibilité d'une structure politique à l'intérieur de laquelle on pourra dire vrai dans la parésia? Eh bien, il faut que ce soit les hommes. Il faut que ce soit les hommes qui arrivent à débusquer cette vérité et à pratiquer le dire vrai. Et c'est en effet dans cette déficience du Dieu à dire vrai, dans cette double réticence de l'oracle et de l'aveu, que les humains vont essayer de se débrouiller avec la vérité. Eh bien, comment vont-ils faire pour faire sauter le double saut de l'énigme oraculaire et de la honte de l'aveu? Eh bien, je crois qu'on peut résumer la pièce, enfin en regrouper les éléments en disant qu'il y a deux grands moments. Le premier moment qu'on pourrait appeler le moment du double demi-mensonge, car c'est précisément un des points essentiels aussi de cette pièce, il faudra y revenir, c'est que à la différence de ce qui se passe dans Oedipe, la vérité ne s'y dit pas sans porter avec elle une dimension, je dirais un double d'illusion qui est à la fois son accompagnement nécessaire, sa condition et son ombre portée. Pas de dire vrai sans illusion. Bon, voyons en tout cas comment ça se passe.
Première partie, donc, les deux demi-mensonges. Ce sont les suivants. Premièrement, le demi-mensonge du côté de la mère, et puis ensuite, il y aura le demi-mensonge du côté du père, puisque c'est donc par moitié, comme dans Oedipe, que les choses vont s'enclencher. Premièrement, du côté de Créuse. Voilà donc Créuse, la femme, Xoutos, l'homme, qui arrive à Delphes. Xoutos veut demander s'il aura un fils, Créuse veut en fait demander ce qu'est devenu son fils. Bon, c'est Créuse qui apparaît la première sur la scène et qui la première rencontre ce jeune homme qui, avec des branches de laurier, balaie le seuil du temple. Elle rencontre ce jeune homme et elle lui dit qu'elle voudrait consulter le Dieu. Et Ion lui demande quelle est cette consultation, mais bien sûr, elle n'ose pas à Ion dire la vérité de sa question. Elle n'ose pas dire à Ion, j'ai commis une faute avec le Dieu, je viens lui demander ce qu'il a fait de mon fils. Alors, elle va dire une demi-vérité ou un demi-mensonge. Elle va dire ce que n'importe qui dirait dans ce cas-là. Eh bien voilà, j'ai eu une sœur qui a commis une faute avec un Dieu, elle a eu un fils de ce Dieu, et elle voudrait bien savoir ce qu'est devenu ce fils. Et c'est là que Ion lui dit, croyant d'ailleurs de bonne foi ce que lui raconte Créuse, mais en l'occurrence ça n'a pas d'importance, que ça soit Créuse ou que ça soit la sœur, de toute façon, pour Ion, la réponse est claire, plutôt la non-réponse du Dieu est nécessaire. C'est là qu'il dit, puisque le Dieu a commis une faute avec ta sœur, ne crains rien, le Dieu ne parlera pas. Les humains ne peuvent pas forcer le Dieu à parler contre son gré, et puisqu'il a commis une faute, puisqu'il a été adikos, il se taira dikaios, juste d'avoir commis une injustice, le fonde en justice à ne pas parler. Donc il ne parlera pas. Mais pendant que s'échange, ou un peu après, soit échangé ce dialogue entre Ion et Créus, Xoutos, lui, pose sa question beaucoup plus directe, beaucoup plus simple, beaucoup plus claire, est-ce que je vais avoir un fils? Et en quelque sorte. Tandis que Créuse ne dit qu'une moitié de vérité à Ion, qu'elle consulte, à Xoutos, qui pose une question sincère et claire au Dieu, le Dieu va répondre par une demi-vérité. C'est-à-dire que le père et la mère, Créuse et Apollon, ne vont ni l'un ni l'autre oser dire la vérité, et ils vont ne dire que des demi-vérités ou des demi-mensonges. Et que dit Apollon à Xoutos venant lui dire est-ce que je vais avoir un fils? Il répond eh bien c'est très simple, dès que tu vas sortir du temple, le premier qui viendra, Ion, jeu de mots bien sûr, le premier qui viendra, celui-là sera ton fils, reconnais-le pour ton fils. Et sortant du temple, Xoutos rencontre le garçon qui est là, bien sûr, pour servir le Dieu, et qui tourne autour du temple sur lequel il a à veiller, et ce jeune homme, c'est Ion, et c'est là où se passe cette scène où Xoutos se jette sur Ion et l'embrasse en lui disant « tu es mon fils », et où Ion, un peu inquiet, dit « oh là là, tiens-toi bien, sinon je vais te tuer ». En fait, la réponse du Dieu a été, et là, ce n'était pas une réponse, la non-vérité, ou le demi-mensonge prononcé par le Dieu n'était pas simplement de l'ordre de la réticence à avouer, c'était, ou plutôt la réticence à avouer, se traduisait là dans l'ambiguïté oraculaire normale, ordinaire, si j'ose dire, c'est-à-dire que le Dieu a dit à Apollon, je te donne d'Oron, je te donne en cadeau le garçon que tu rencontreras lorsque tu sortiras du temple. Donner en cadeau ne veut pas dire exactement que ça sera ton fils, mais lui comprend que puisqu'il est venu chercher un fils, ce qu'on va lui donner en cadeau sera son fils réel. Bon, voilà donc maintenant Ion qui se trouve par cette prédiction, par cette indication du Dieu, disant à Xoutos, le premier que tu rencontreras sera ton fils. Voilà donc Ion qui est doté d'un père.
car s'il est un peu réluctant à se laisser embrasser par ce monsieur barbu, lorsque le Xoutos lui dit « Mais tu sais, c'est le Dieu qui m'a donné cette réponse et qui m'a dit que j'aurai comme Tauron le garçon que je rencontrerai en sortant du temple », eh bien, évidemment, Yon est obligé de s'incliner et de reconnaître, avec un petit peu d'hésitation, enfin, ma foi, il reconnaît, oui, c'est ça mon père. Le voilà donc doté, ce Yon, grâce à cette demi-vérité ou ce demi-mensonge du Dieu, le voilà doté d'une famille, ou en tout cas d'un père. Mais cette famille qu'il reçoit ainsi, il la reçoit, vous le voyez bien, à contresens, je dirais presque à contre-parent, puisque en fait, il croit, et Xoutos croit aussi, qu'ils sont père et fils, alors qu'en réalité, la vérité, c'est que entre Xoutos et Yon, il n'y a aucun rapport. Le vrai rapport de parenté, c'est celui entre Créuse et Yon. Or, ce rapport-là n'apparaît pas. À la question biaisée de la vraie mère qui faisait semblant de n'être pas la mère mais la sœur de la mère, le Dieu a donc répondu en biaisant la réponse qu'il apporte à l'homme, il lui donne un faux fils. Mais après tout, les choses pourraient très bien s'en tenir là, puisque grâce à cela, eh bien, Yon va pouvoir rentrer à Athènes. C'est pas tout à fait son père, mais en somme, ça peut lui servir de père. Et puis, il va pouvoir vivre avec Créus, dont il ne sait pas très bien que c'est sa mère, mais enfin, les choses pourraient s'arranger. Grosso modo, en somme, on est assez près de la vérité pour que ça puisse marcher comme cela. Et c'est d'ailleurs bien comme cela que Xoutos l'entend. Il se contente parfaitement de cette solution, qu'il, de toute façon, sincèrement, il trouve bonne. Et il le dit à Yon, il le dit, mais enfin maintenant les choses sont claires, tu n'es plus cet enfant abandonné que tu croyais, je cherchais moi à avoir un fils, je l'ai, quitte ce temple et ta misérable existence, pars pour Athènes, en plein accord avec ton père, koinophrone patrie. Et là, bien sûr, comme dans ce livre, comme dans ces tragédies, vous avez la phrase amphibologique, en plein accord avec ton père. Xoutos croit que c'est lui-même qui est le père, et, donc en fait, c'est avec Apollon que l'accord devrait se faire. Là, à Athènes, t'attendent le sceptre illustre de ton père et sa richesse immense, de la sorte, échappant au double opprobre, pauvreté jointe à basse origine, tu seras noble et opulent à la fois. Donc le problème semble résolu, Yon a trouvé des parents, Xoutos a trouvé un père, Xoutos a trouvé un fils, et il lui propose de revenir à Athènes et d'exercer ce fameux pouvoir qui va pouvoir assurer une certaine continuité par rapport à la dynastie fondatrice d'Athènes. Une certaine, bien sûr, parce que vous voyez que la situation n'est qu'approximative, et pour l'accepter, il faudrait n'être pas très regardant. Et c'est bien en effet le cas de Xoutos, qui n'est pas très regardant sur cette vérité que de bonne foi, enfin ce demi-mensonge, que de bonne foi il a reçu du Dieu et qu'il prend pour vérité complète. Il n'est tout de même pas très regardant, parce que quand il dit à Yon, je suis ton père, tu es mon fils, Yon lui dit, mais enfin, voyons, de quelle union est-ce que j'ai pu naître de toi? Est-ce que c'est de Créus? Non, non, dit Xoutos, ce n'est pas de Créus, mais de qui est-ce que je suis né? Car tu ne m'as pas fait tout seul. Et Xoutos, à ce moment-là, répond, oh ben, écoute, ne te préoccupe pas trop, d'abord, ne crains pas une naissance ignoble, car je suis, moi, Xoutos, descendant plutôt, de Zeus, et de ce côté-là, tu as la noblesse. Quant à ta mère, bon, ça doit être, tu sais, j'ai commis des fautes de jeunesse avant d'être marié, des folies de jeunesse, et comme Yon, pour des raisons que vous allez vite comprendre, veut tout de même savoir exactement qui est sa mère, de qui elle est née, quelle est sa naissance, quelle est sa noblesse, quelle est sa terre d'origine. Yon insiste et dit, mais enfin, comment est-ce que j'ai pu, si tu m'as conçu dans ta folie de jeunesse, comment est-ce que je peux me trouver ici, à Delphes? Et à ce moment-là,
Xouthos évoque, un séjour qu'il aurait fait lui-même à Delphes pendant les fêtes de Bacchus, et là, il se serait uni aux Ménades du dieu dans une sorte de hiérogamie qui répond, mais sur le mode de l'illusion et du mensonge, à la vraie hiérogamie qui s'est produite entre Apollon et Créus. Et la solution que propose Xouthos, c'est donc, eh bien voilà, j'ai fait un enfant à une des Ménades du dieu au cours d'une cérémonie, d'une fête et d'une ivresse rituelle. Bon. Or, cette explication, qui n'est, vous voyez, que très approximative du point de vue de la vérité, elle est désastreuse du point de vue du droit. Elle est désastreuse du point de vue du droit pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que Xouthos vient d'Achaïe, il est étranger à Athènes, il n'a été accueilli à Athènes que comme allié, et c'est pour prix de son alliance et de l'aide qu'il a apportée à Érectée qu'on lui a donné Créus. Alors s'il revient avec un fils, mais un fils qui aurait été conçu avec une fille quelconque, fût-elle une Ménade du dieu, le fils, né d'un père non athénien et d'une mère non athénienne, ne peut en aucun cas exercer cette fonction fondatrice dans la ville, qui est précisément la fonction, la vocation de Ion. Il ne peut pas exercer cette fonction-là, et l'approximation de vérité de Xouthos se traduit en fait par une sorte d'interdit juridique ou d'impossibilité juridique. Ion se rend compte lui-même que ça ne peut pas marcher et que, né de Xouthos et d'une fille étrangère, cela ne lui permettra pas de fonder son pouvoir, et c'est précisément à ce moment-là qu'il fait cette fameuse déclaration dont je vous ai parlé, dans laquelle il dit « Mais je ne peux pas revenir à Athènes si je ne sais pas de quelle mère je suis né. Je ne peux pas recevoir de toi le pouvoir que tu me proposes. Je ne peux pas m'asseoir sur le trône et recevoir le sceptre. Je ne peux pas prendre la parole et exercer cette parole qui commande si je ne sais pas qui est ma mère. » Bon, alors c'est ce texte-là et cette déclaration de Xouthos que je voudrais reprendre avec un peu plus de détails tout à l'heure. Si vous le voulez, on va prendre 5 minutes de repos. Ah si, je voulais vous dire une chose. L'an dernier, au moment des événements de Pologne, le Collège de France a eu la bonne idée d'inviter un certain nombre de professeurs polonais à venir faire des conférences ici, les uns de ces professeurs étant dans une situation de non-liberté, les autres étant dans une situation plutôt marginale. Bon, à ces invitations, il y a eu plusieurs non-réponses. Il y a eu une réponse positive. L'un de ces professeurs a pu venir ici et il commence à dire vrai, il a commencé ses cours lundi dernier. Son cours, sa série de conférences porte sur l'histoire du nationalisme polonais au cours du 19e siècle jusqu'au 20e. Malheureusement, enfin bon, il y a de ma faute, il y a aussi des choses d'organisation qui ne viennent absolument pas à l'administration du collège, circonstances diverses que vous pouvez imaginer. Ça s'est donc un peu précipité. Il a commencé ses cours, mais je crois que ce n'est pas très important. Si vous avez manqué le premier, si vous voulez, si ce sujet-là vous intéresse, il fait donc, il s'appelle M. Kiniewicz, et il fait son cours sur le nationalisme polonais le lundi à 10h du matin. Voilà. Bon, alors dans 5 minutes, je reviens et on continue. Bon, alors, si vous voulez, reprenons la lecture de ce texte. Bon, je vous rappelle ce que je vous disais la dernière fois. Si vous voulez, ceux d'entre vous qui seraient étudiants, c'est-à-dire qui seraient en cours d'études, feraient des travaux universitaires, que ce soit
la préparation à la licence, la thèse, etc. Et qui, pour une raison ou pour une autre, voudraient qu'on puisse un petit peu parler, soit de leur travail, soit du cours, poser des questions. Alors, on pourra se réunir tout à l'heure, si vous voulez, vers midi moins le quart, dans la salle 5. La salle 5 qui sera ouverte. Alors là, on tâchera de faire une petite réunion de prise de contact pour nous faire qu'on puisse un petit peu échanger questions et réponses au-delà du rituel de la liturgie du cours. C'est déthéâtraliser un peu tout ça. Revenons donc au théâtre et à Yon. Donc, autour de Yon, de la naissance de Yon, on a eu Créuse, qui a effectué un léger déplacement de vérité, en prétendant que c'est sa sœur qui a été séduite par Apollon, le dieu qui par honte n'a pas voulu donner la réponse vraie et a indiqué à Xoutos un fils qui en réalité n'est pas le sien, et on a Xoutos qui par en quelque sorte négligence ne se contente de vérités qui sont à dire vraies, vraisemblables, mais qui ne sont pas réellement établies. Et alors, c'est ce jeu de demi-mensonge, demi-vérité, approximation, c'est ce jeu que Yon refuse. Yon refuse, il veut la vérité, et comme le montre toute la tirade sur laquelle maintenant on va un peu s'arrêter, il veut la vérité parce qu'il veut fonder le droit. Il veut fonder son droit, il veut fonder son droit politique à Athènes. Il veut avoir le droit d'y parler, d'y tout dire, d'y parler vrai et d'user de son franc-parler. Pour fonder sa parésia, il a besoin que soit dite enfin la vérité, une vérité qui pourrait fonder ce droit. Voilà donc pourquoi, lorsque Xoutos, après l'avoir embrassé chaleureusement et l'avoir comme ça plus ou moins convaincu qu'il est en somme à peu près son fils, Yon dit, bah oui, mais ça va pas. Ça va pas. Les choses, mon père, ont un autre visage, suivant qu'on les regarde à distance ou de près. De près, je crois qu'il faut prendre au sens très local. Il s'agit de voir ce qui se passe à Athènes. De Delphes, on peut en somme dire que je suis ton fils et puis que je vais revenir couiller ses pouvoirs, mais de près, la même, à Athènes. Je bénis, certes, l'aventure qui me fait trouver en ta personne un père, mais écoute la pensée qui me vient à l'esprit. Et alors, il va être question justement de cet endroit même où le pouvoir doit s'exercer. On affirme que le peuple autochtone et glorieux d'Athènes est pur de tout mélange étranger. Or, c'est là que je tombe, affligé d'une double disgrâce, étant fils d'un intrus et moi-même bâtard. Flétri de ce renom, si je suis sans pouvoir, je resterai le rien, fils de rien du dicton. Si je cherche par contre à parvenir au rang suprême, si j'aspire à devenir quelqu'un, je serai détesté de la foule incapable, supériorité toujours est odieuse. Quant à ceux-là qui, à la fois bons et capables, se taisent par sagesse et fuient la politique, ceux-là me trouveront bien sot, bien ridicule de ne pas rester roi dans la ville inquiète. Enfin, ceux qui marient politique et raison voteront plus encore contre moi si j'arrive aux honneurs. Car ainsi, mon père, vont les choses. Ceux-là qui sont nantis du pouvoir et des places sont les plus acharnés contre leurs concurrents. Arriver en intrus dans la maison d'un autre, près d'une femme sans enfant, qui partagea longtemps sa peine, qui déçu et solitaire portera dans sans amertume son destin, je serai à bon droit victime de ça. Bon, je reviendrai sur ce passage. Je voudrais lire cette première partie du texte et de la réplique. Qu'est-ce qu'on y voit dans les objections que Yon fait à son quasi-père, pseudo-père Xoutos? Premièrement, dit-il, Athènes est autochtone. C'est la vieille revendication d'Athènes, à la différence des autres peuples grecs. Les Athéniens ont toujours habité l'Attique, ils sont nés du sol même et
Érectée, né du sol même d'Athènes, en est le garant. Deuxièmement, non seulement Athènes est autochtone, mais Athènes est pure de tout mélange étranger. Ceci se réfère aussi à un thème important que l'on retrouve aussi chez Euripide, par exemple dans un fragment d'une pièce perdue qui s'appelle Érectée, qui traite du même thème. Dans les autres cités, dit Euripide, on va habiter comme des pions qu'on déplace au jeu de joncher, au jeu de tric-trac. Des nouveaux éléments sont perpétuellement introduits comme une cheville mal fixée dans une pièce de bois. En fait, ceci se réfère à une législation très précise. Depuis le milieu du 5e siècle, depuis 450-451, une législation propre à Athènes, et qu'on ne retrouve pas dans la plupart des autres cités grecques, ne reconnaissait pas le droit de citoyenneté à des enfants qui seraient nés d'un père athénien, mais d'une mère non athénienne. Autrement dit, la double parenté athénienne était requise depuis le milieu du 5e siècle. Cette législation extrêmement sévère, typique encore une fois d'Athènes, avait pour but d'éviter l'inflation du nombre des citoyens. Elle a eu d'ailleurs pour effet, bien sûr, de les raréfier aussi, et justement, dans la seconde partie de la guerre du Péloponnèse, lorsque Athènes, affaiblie et par la peste, et par la guerre, et par les défaites, aura besoin de citoyens, on reviendra sur cette législation. Mais à l'époque où Euripide écriant, en 418, on n'en est pas là, et on est toujours sous le signe de cette loi, et selon un procédé habituel à ces réélaborations légendaires, on fait valoir cette loi comme étant extrêmement ancienne, alors qu'elle est très récente, et ici, Ion est censé se référer à une tradition absolument originaire d'Athènes, et dire Athènes est pure de tout mélange étranger, c'est-à-dire que tout citoyen ne peut être que né de citoyens, père et mère. Bon, ceci étant dit, alors il dit, c'est là que je tombe affligé d'une double disgrâce, étant fils d'un intrus et moi-même bâtard. C'est-à-dire qu'il n'est même pas le fils d'un Athénien et d'une femme étrangère, qu'il est fils d'un non-Athénien Xoutos et d'une fille trouvée on ne sait où. Donc, flétri de ce renom, si je suis sans pouvoir, je resterai rien fils de rien, rien fils de personne. Il ne sera rien du tout. Bon. Et alors c'est là que commence un second développement. La traduction ne rend pas tout à fait, je crois, justice, ne restitue pas clairement un texte dont la discursivité est pourtant assez lisible. Il dit, voilà, si je veux atteindre le premier rang, eisto proton sucon, atteindre le premier rang, faites attention, ce n'est pas exercer le pouvoir tyrannique, le pouvoir monarchique, le pouvoir d'un seul. C'est être au premier rang, c'est-à-dire faire partie de ces quelques-uns qui sont au premier rang de la ville. Alors, dit-il, je vais me trouver, là je schématise, mais c'est comme ça que le texte est construit, devant trois catégories de citoyens. Le texte dit je serai détesté de la foule incapable. Quant à ceux-là qui, bons et à la fois capables, se taisent par sagesse et fuient la politique, ceux-là me trouveront bien ridicules. Enfin, ceux qui marient politique et raison. En fait, on a trois catégories de citoyens qui sont évoqués. Dans un autre texte de Euripide, dans les suppliantes, il est aussi question de trois catégories de citoyens, les riches, les pauvres, puis les moyens. On a aussi également une distinction à trois termes, mais elle est ici tout à fait différente, car il s'agit de trois catégories de citoyens qui sont répartis non pas par rapport à la richesse, mais par rapport à ce qui est défini par Ion comme son objectif, ou son objectif hypothétique, être au premier rang de la ville. Par rapport à cette question, c'est-à-dire par rapport à la distribution du pouvoir, de l'autorité, de l'influence effective dans la ville, il y a trois catégories de citoyens. Alors je crois qu'il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas là de trois catégories, si vous voulez, légales, de citoyens qui n'auraient pas
le même statut censitaire. Nous sommes dans la démocratie athénienne. Mais il s'agit de la répartition effective de l'autorité politique, de l'exercice du pouvoir parmi et à l'intérieur de cette masse ou de cet ensemble constitué par les citoyens de droit. Il n'est même pas question de ceux qui n'auraient pas de droit, soit à titre d'esclaves bien sûr, soit à titre de métèques, soit à titre d'étrangers. Non, nous sommes parmi les citoyens, et parmi ces citoyens-là, il y a 3 catégories. Tone, men, adunatum. Du côté de ceux qui sont adunatum. Alors, impuissants. Et je crois qu'il faut éclairer ce texte par un autre texte qui est, je crois, aussi dans les suppliantes, où il est question des citoyens qui sont capables, qui sont puissants, qui peuvent quelque chose par eux-mêmes et par leur richesse pour la cité. La première catégorie que Ion évoque là, c'est ceux qui n'ont même pas cette capacité, cette puissance de faire quelque chose par eux-mêmes ou par leur richesse pour la cité. C'est-à-dire, par eux-mêmes, ils n'ont même pas de quoi s'acheter un armement, une armure pour participer à la guerre, et ils ne sont pas ceux qui font rentrer les richesses dans la cité ou qui la rendent prospère. Parmi cette foule incapable, cette masse de citoyens, qui sont des citoyens juridiquement à part entière, mais qui n'ont pas cette espèce de plus qui caractérise l'autorité politique, eh bien, ceux-là, devant quelqu'un comme Ion, qui, venant en intrus, et marqué de sa bâtardise, voudrait prendre le pouvoir, cet ensemble ne pourra manifester que de l'envie et de la colère. Ces gens-là détestent de toute façon toujours les plus forts, quels qu'ils soient. Donc, je me trouverai en but à une hostilité générale des moins puissants ou de ceux qui n'ont pas d'autorité politique dans le pays, je me heurterai à leur hostilité à cause de ma naissance, une hostilité plus forte encore à cause de ma naissance. Deuxième catégorie de citoyens. Alors là, c'est très intéressant. Seconde catégorie de citoyens, il dit ce sont des gens krestoi, ce sont des gens bien, ce sont des gens utiles, ce sont des gens qui peuvent quelque chose. Il dit krestoi et dunamenoi, c'est-à-dire ceux qui peuvent quelque chose, à qui leur naissance, leur statut, leur richesse donnent de quoi exercer le pouvoir. Et ils sont krestoi, c'est-à-dire que ce sont des gens bien, ce sont des gens qui sont moralement estimables. En somme, c'est l'élite. Et c'est bien ce terme de krestoi que Xénophon, par exemple, ou le pseudo-Xénophon plutôt dans la Constitution d'Athènes, emploie pour désigner l'élite. Bon, eh bien, ces gens-là, ces dunamenoi et des krestoi, eh bien, il y en a parmi eux qui sont en même temps sophoi, qui sont sages. Et ceux-là, disent-ils, sigocine, kai ou spedocine eista pragmata, ceux-là se taisent. Et ils ne s'occupent pas à pragmata des affaires de la cité. On a donc cette seconde catégorie des citoyens qui appartiennent aux gens bien, aux gens puissants, aux gens qui ont la richesse, la naissance, le statut, mais leur sagesse fait qu'ils ne s'occupent pas de politique. Ne pas s'occuper de politique, ne pas s'occuper des affaires, c'est également se taire. Ceux-là, comment vont-ils réagir lorsqu'ils vont voir un intrus bâtard essayer de se pousser au premier rang? Eh bien, ils vont trouver cela tout simplement ridicule. Ils vont trouver cela ridicule que cet intrus bâtard ne se tienne pas tranquille dans la cité. Et sucatsein. Alors là, on a manifestement un thème philosophique concernant cette forme d'appartenance à une cité qui consiste, tout en étant riche, puissant, bien né, etc., à être un sophos, à être un sage qui ne s'occupe pas des affaires et qui se maintient dans l'esukia, dans la tranquillité, dans l'oisiveté, dans ce que les latins appelleront l'otium. Troisième catégorie de citoyens, alors ceux-là sont également les citoyens riches et puissants et les gens bien, mais ceux-là, c'est la troisième catégorie, à la différence de ceux qui sont sophoi, sages, qui se taisent et qui s'occupent de leurs affaires, ceux-là, logo, do logo, te chromenon, te polei, ceux-là manient la politique et la raison chromenon. Se servir d'eux.
pratiquer, s'occuper d'eux, à la fois logos et police, il manie et le logos et la police. Et c'est ceux-là, bien sûr, qui représentent l'autorité politique. Vous voyez que cette troisième catégorie de citoyens s'oppose absolument terme à terme à la catégorie précédente, bien qu'ils appartiennent eux aussi à la catégorie des gens bien. Il y a la catégorie des gens bien qui se taisent et ne s'occupent pas des pragmatas. Il y a la catégorie des gens qui se servent, s'occupent, manipulent, ont affaire, pratiquent, et le logos, c'est-à-dire qu'ils ne se taisent pas, ils parlent, et la police, ils s'occupent des affaires. L'opposition, et je crois terme à terme, ceux-là, dit le texte d'ailleurs, ils ont la ville, ils possèdent la ville, ils contrôlent la ville et ils ont les honneurs. Et alors, c'est à ceux-là qu'il va se heurter, qu'il risquerait de se heurter, à se heurter sous la forme de la rivalité. Ceux-là, dit-il, ne supportent pas qu'on leur fait concurrence et par leur vote. Et par leur vote, ils essaient de condamner ou d'exclure ceux qui leur portent ombrage. Bon. Donc, dans la cité, et par rapport à ces trois catégories de personnages qui sont encore une fois trois catégories de citoyens légaux, les pauvres sans puissance, et parmi les puissants, ceux qui se taisent et ne s'occupent pas des affaires de la cité, ceux qui se servent et de logos et de la police, de toute façon, comme intrus, comme étranger et comme bâtard, il va être en excédent, il va être de trop. Avec comme conséquence quoi? Alors on voit les deux conséquences, c'est ce texte que j'avais commencé à vous lire, dans le foyer même où il sera, c'est-à-dire dans le foyer de Xoutos et de Créus. Il va se trouver en trop, étant le fils bâtard d'un père étranger, Créus, qui d'une part est athénienne de naissance, fille d'Érectée, et d'autre part est l'épouse légitime, Créus ne va pas le supporter, et il va donc y avoir haine dans le foyer des souverains, dans le foyer du roi, du monarque et de son épouse, en tout cas dans ce foyer qui est absolument, dont l'harmonie, dont la bonne entente est absolument indispensable à l'harmonie même de la cité. Ou bien Xoutos va prendre le parti de son fils illégitime contre sa femme, et ça sera la destruction de la paix dans le ménage, ou bien il va prendre le parti de sa femme contre son fils, et par conséquent il trahira Ion. De toute façon, Ion sera de trop par rapport à cette structure de la maison du chef dont l'harmonie est indispensable au bien public et à la paix de la cité tout entière. Et d'un autre côté, sur la scène publique, eh bien, il va être en trop, car venant ainsi de l'extérieur, imposé ainsi de force avec sa naissance illégitime, il ne pourra, et c'est ce qui apparaît à la fin du texte, exercer qu'un seul pouvoir, celui de la tyrannie. Il sera comme ces tyrans qui s'imposent de l'extérieur, qui s'imposaient de l'extérieur aux cités grecques, qui venaient sous la protection de Zeus. Or, il se trouve justement que Xoutos est descendant de Zeus, donc les références au pouvoir tyrannique sont assez claires. Il ne pourra venir être là que comme tyran. Or, l'existence du tyran, dit-il, est une existence détestable, et il ne veut en aucun cas mener cette vie. Il préfère rester auprès du Dieu, où là, il mènera une existence calme et tranquille. Voilà pourquoi, après avoir accepté la paternité que lui indiquait Xoutos, Ion finit par dire « Non, finalement, je ne veux pas aller à Athènes pour les raisons que voici. » C'est à ce moment-là que Xoutos insiste et fait valoir qu'on peut encore s'accommoder. Avec Xoutos, on est toujours dans l'ordre de l'accommodement, et il dit, c'est très simple, on ne va pas dire tout de suite que tu es mon fils, ni mon héritier, ni que je te concéderai le pouvoir, mais on va faire ça tout doucement, progressivement, et on choisira l'occasion, le moment de les dire à Créus de telle manière qu'elle puisse l'accepter sans chagrin ni problème. Et cet accommodement, Ion l'accepte. Il l'accepte, et il l'accepte si bien qu'il consent à venir avec Xoutos participer à un banquet où on remerciera le Dieu de la révélation
en réalité la révélation mensongère qu'il a faite, et puis après ça, on partira pour Athènes, et puis on imposera petit à petit la présence de Ion au foyer de Créus et de Clytos. Ion accepte, non sans ajouter ceci, qui est le texte que je voulais vous expliquer, j'irai donc, mais le destin tuquet ne m'a pas encore tout donné. Il accepte d'aller à Athènes, mais si je ne trouve pas celle qui m'enfanta, la vie m'est impossible. Abioton et il nous est impossible de vivre. S'il m'était permis de faire un vœu, puisse-t-elle être athénienne, cette femme, afin que je tienne de ma mère le droit de parler librement, qu'un étranger entre dans une ville où la race est sans tache, même si la loi en fait un citoyen, la langue sera serve, il n'aura pas la parésia, ou ekei parésiane. Bon. Alors, pourquoi veut-il si fort la parésia? Pourquoi cette absence de parésia fait échouer la combinaison approximative qui est échafaudée par Choutos? Pourquoi, en tout cas, même au moment où il accepte cette combinaison approximative, Ion n'est pas satisfait et veut encore savoir qui est sa mère pour obtenir la parésia? Il me semble que dans ce manque de la parésia qui est ainsi manifesté et qui gêne tellement Choutos, qui gêne tellement Ion, on peut voir un... Vous voyez très bien que la parésia ne se confond pas avec l'exercice du pouvoir, car le pouvoir lui-même, l'autorité sur la cité, la souveraineté, une souveraineté de type monarchique ou tyrannique, Choutos la possède et il est tout prêt à la transmettre à son fils. L'ascendance magnifique qui remonte jusqu'à Zeus, le pouvoir réel qu'il exerce à Athènes, les richesses qu'il a accumulées, tout ça ne suffisent pas et ne suffirait pas à donner à Ion la parésia. Ce n'est pas donc l'exercice du pouvoir lui-même. Mais vous voyez aussi que ce n'est pas non plus le simple statut de citoyen. Ce n'est pas le simple statut de citoyen, certes, avec la législation athénienne, celle de 451, mais qui est censée valoir déjà, puisqu'il n'est pas de mère athénienne, il ne peut pas être citoyen. Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'il dit précisément, même si la loi fait de quelqu'un un citoyen, même s'il est donc légalement citoyen, il n'a pas pour autant la parésia. Autrement dit, la parésia, il ne peut l'avoir ni du côté de son père qui lui donne le pouvoir, ni du côté de la loi, si elle existait, qui lui donnerait le statut de citoyen. Il la demande, cette parésia, à sa mère. Est-ce que cela veut dire qu'on a affaire là au reste à l'expression de quelques droits matrilinéaires? Je crois pas, je crois absolument pas. Il faut en effet se souvenir de ce qu'est la situation particulière de Ion. Il a un père qui a été reçu sur le sol athénien, mais qui n'est pas un grec d'origine. Deuxièmement, sa mère... Deuxièmement, il ne connaît pas qui est sa mère. Et troisièmement, il veut exercer un pouvoir. Il veut exercer un pouvoir, il veut être au premier rang de la cité, et c'est pour pouvoir être au premier rang de la cité qu'il a besoin. Lui qui pourrait très bien recevoir le pouvoir tyrannique des mains de son père, lui, il ne peut pas. Pardon, je suis pas clair. Bon, il pourrait recevoir le pouvoir tyrannique de son père. Mais ce pouvoir tyrannique ne lui suffit pas pour ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, c'est donc être au premier rang de la cité. Et pour être au premier rang de la cité, ou plutôt impliqué par ce premier rang dans la cité, lié à ce premier rang de la cité, il a besoin de la parésia. Cette parésia, c'est donc autre chose que le pur et simple statut de citoyen. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est donné par le pouvoir tyrannique.
Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je crois que la parésia est en quelque sorte une parole d'au-dessus du statut de citoyen, différente de l'exercice pur et simple du pouvoir. C'est une parole qui exercera le pouvoir dans le cadre de la cité, mais bien sûr dans des conditions non tyranniques, c'est-à-dire en laissant la liberté des autres paroles, la liberté de ceux qui, eux aussi, veulent être au premier rang et peuvent être au premier rang dans cette sorte de jeu agonistique caractéristique de la vie politique en Grèce et surtout à Athènes. C'est donc une parole d'au-dessus, mais une parole qui laisse la liberté à d'autres paroles et qui laisse la liberté de ceux qui ont à obéir, qui leur laisse la liberté, au moins en ceci, qu'ils n'obéiront que si ils peuvent être persuadés. L'exercice d'une parole qui persuade ceux auxquels on commande et qui laisse la liberté dans un jeu agonistique aux autres qui veulent aussi commander, c'est, je crois, cela qui constitue la parésia, avec bien entendu tous les effets qui sont associés à une pareille lutte et une pareille situation. Premièrement, que la parole que l'on prononce ne persuade pas et que la foule se retourne contre vous, ou encore que la parole des autres à laquelle on laisse place à côté de la sienne propre ne l'emporte sur la vôtre. C'est ce risque politique de la parole laissant la place libre à d'autres paroles et se donnant pour tâche non de plier à sa propre volonté les autres, mais à les persuader, c'est cela qui constitue le champ propre à la parésia. Faire jouer cette parésia dans le cadre de la cité. Qu'est-ce que c'est d'autre, sinon précisément et conformément à ce qui a été dit tout à l'heure, se servir à la fois, enfin manipuler, traiter à la fois, avoir affaire à la fois au logos et à la polis. Faire jouer le logos dans la polis. Logos au sens de parole vraie, parole raisonnable, parole qui persuade, parole qui peut se confronter aux autres paroles et qui ne vaincra que du poids de sa vérité et de l'efficience de sa persuasion. Faire jouer cette parole vraie, raisonnable, agonistique, cette parole de discussion dans le champ de la police, c'est cela en quoi consiste la parésia. Et cette parésia, encore une fois, ce n'est ni l'exercice effectif d'un pouvoir tyrannique, ni le simple statut de citoyen qui peut la donner. Qui peut donc donner cette parésia? Et c'est là où Euripide fait valoir sinon sa solution, du moins sa suggestion. Il dit, elle doit venir de la mer, mais encore une fois, ce n'est pas du tout référence à quelque droit matrilinéaire, c'est en fonction de la situation même de Ion qui, jusqu'à présent, tout en ayant un père éclatant, puisqu'il vient de Zeus, tout en ayant un père tout-puissant, puisqu'il exerce le pouvoir à Athènes, n'est pas né à Athènes, c'est simplement l'appartenance à la terre, c'est l'autochtonie, c'est l'enracinement dans le sol, c'est cette continuité historique à partir d'un territoire, c'est cela seulement qui peut donner la parésia. Autrement dit, la question de la parésia répond à un problème historique, un problème politique extrêmement précis à l'époque où Euripide écrit Ion. On est dans l'Athènes démocratique, l'Athènes dans laquelle Périclès a disparu une dizaine d'années auparavant, cette Athènes démocratique où à la fois le peuple tout entier, bien sûr, avait le droit de vote et où, en fait, les meilleurs et le meilleur, Périclès, exerçaient de fait l'autorité et le pouvoir politique. Dans cette Athènes post-péricléenne, le problème se pose de savoir qui, dans le cadre de la citoyenneté légale, va exercer effectivement le pouvoir. Étant donné que la loi est égale pour tous, principe de l'isonomie, étant donné que chacun a le droit de vote et de dire son opinion, les égoriens, qui va avoir la possibilité et le droit de la parésia, c'est-à-dire de se lever, de prendre la parole,
d'essayer de persuader le peuple, d'essayer de l'emporter sur ses rivaux, au risque d'ailleurs d'y perdre le droit de vivre à Athènes, comme cela se passe lorsqu'il y a exil d'un chef politique et ostracisme d'un chef politique ou éventuellement risquer sa propre vie. En tout cas, ce risque de la parole politique avec l'autorité qui lui est liée, qui doit l'exercer? Ça a été tout le débat de l'Athènes à cette époque, entre Cléon, le démocrate démagogue, etc., qui prétendait que chacun devait pouvoir avoir cette parésia, et disons les mouvements, la tendance aristocratique autour de Nicias, qui eux pensaient que la parésia devait être réservée en fait à une certaine élite. Bon, on essaiera différentes solutions dans la grande crise que la seconde partie de la guerre du Péloponnèse ouvrira à Athènes. À l'époque où Euripide écrit « La crise n'est pas encore manifestement ouverte », mais le problème se pose. Et c'est à cette époque-là ou à peu près, qu'on voit un certain nombre de projets constitutionnels nouveaux se formuler par Athènes. Euripide ne veut aucunement proposer dans Lyon une solution constitutionnelle pour dire qui doit exercer la parésia. Mais on voit très bien dans quel contexte il formule cette question de la parésia, lorsque, comme le texte le montre très bien là, la parésia ne peut pas être héritée comme un pouvoir violent et tyrannique. La parésia n'est pas non plus simplement impliquée par le pur statut de citoyen, que la parésia, ça doit être quelque chose qui est réservé à quelques-uns, qu'on ne peut pas obtenir comme ça, et ce que Euripide suggère, c'est que l'appartenance à la terre, l'autochtonie, cet enracinement historique dans un territoire, va assurer à l'individu l'exercice de cette parésia. Ce que je dis là sur le contexte immédiat, politique de ce thème de la parésia dans Lyon, je ne le dis pas en déduction de ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque j'évoquais le caractère fondamental de cette tragédie, comme drame du dire vrai, et comme sorte de représentation fondatrice du dire vrai. Je crois que cette pièce répondait immédiatement, en effet, à un problème politique précis, qu'elle est en même temps la pièce grecque, le drame grec, sur l'histoire politique du dire vrai, sur la fondation légendaire et vraie à la fois du dire vrai dans l'ordre de la politique, que l'essentiel, que le fondamental de l'histoire passe par le fil menu et ténu des événements, est quelque chose, je crois, auquel il faut ou se résoudre, ou plutôt affronter courageusement. L'histoire et l'essentiel de l'histoire passe par le chat d'une aiguille. C'est donc dans ce petit conflit constitutionnel de l'exercice du pouvoir à Athènes que s'est formulé ce grand drame de Ion comme drame de la formulation du vrai et de la fondation du dire vrai politique en fonction du dire vrai oraculaire. Comment peut-on passer de ce dire vrai oraculaire au dire vrai politique? Bon, c'est ce qui va alors apparaître dans la seconde partie de la pièce d'une façon plus claire encore. Le Dieu est là qui devrait dire vrai. Je vous ai montré pourquoi et comment il se refusait à dire vrai. Comment est-ce que on va passer de cette vérité approximative que Xouthos a proposée à Ion et devant laquelle Ion se montre si hésitant? Comment est-ce qu'on va franchir le secret que le Dieu maintient à cause de son ambiguïté oraculaire, à cause aussi de la honte à avouer sa faute? Eh bien, c'est précisément du côté des humains qu'il faut se tourner, car le Dieu va rester muet, le Dieu va rester ambigu, le Dieu va rester honteux, et ce sont les hommes qui vont faire le trajet vers le dire vrai, ce dire vrai de la naissance de Ion qui pourra fonder enfin son droit à dire vrai dans la cité. Comment est-ce que les choses se passent
voudrais essayer de me dépêcher un peu. Bon, enfin, je vais au moins entamer l'analyse de cette seconde partie. Tout comme dans le type la vérité se révélait par moitié, nous allons avoir un jeu de moitié. Plutôt deux jeux de moitié. Nous avons eu un premier jeu de moitié, nous avons vu Créus poser sa question biaisée, Xouthos poser sa question naïve, et le Dieu donner une réponse biaisée. Bon, c'est le point. Maintenant, Ion a pratiquement accepté de jouer ce jeu de la vérité biaisée, ou du demi-mensonge. Il a accepté à moitié, mais il n'est pas tout à fait satisfait. Il lui reste encore ça. Ce reste cette nécessité de fonder la parésia qu'il n'est pas arrivé à établir. Le dernier trajet, il va être franchi là aussi en deux parts. D'une part, le côté de la femme, et de l'autre part, le dire vrai, vous allez voir combien réticent et allusif du Dieu. Premièrement, du côté de la femme. Pour que la naissance de Ion se révèle dans sa vérité, il faut bien que les deux partenaires qui ont donné naissance à Ion, à savoir Crésus et Apollon, disent la vérité. Alors, côté Créus, eh bien, voilà ce qui se passe. Ion, ayant accepté bon gré mal gré la solution de Xouthos, décide d'aller avec lui participer à ce banquet de remerciements. Il quitte donc la scène, non sans avoir recommandé au cœur de garder le silence, puisque dans leur convention, il est entendu que Ion rentrera à Athènes comme ça, mais c'est petit à petit qu'on dira la vérité, et puis qu'on dira que Ion est bien en effet l'héritier de Xouthos. Tout ça pour ne pas blesser Créus. Il faut donc que tout le monde se taise autour de ce qu'on croit être la vérité, et on recommande donc au cœur de se taire. Or, le cœur est composé de quoi? Eh bien, des servantes de Créus, de celles qui ont accompagné Créus depuis Athènes jusqu'à Delphes dans sa consultation. Le cœur, qui est évidemment du côté de Créus, n'a pas de soin plus pressé lorsque Créus rentre en scène que de lui dire, eh bien, écoute, voilà ce qui s'est passé, on ne veut pas te le dire, mais Xouthos s'est trouvé un fils. Et ce fils, évidemment, ce n'est pas le tien, c'est un fils qui a été fait par Xouthos comme ça, et qu'il va introduire chez toi, et qu'il va chercher à t'imposer. Et là-dessus, Créus, évidemment, fait une scène. Elle entre en colère, elle entre en fureur, dans une fureur à l'intérieur de laquelle elle est accompagnée par son pédagogue, le vieillard avec qui elle est venue à Delphes et qui est, dit le texte, le pédagogue des enfants d'Érectée. Elle entre en fureur, pourquoi? Alors là, il faut le souligner, bien que c'est un petit peu marginal par rapport à notre propos, mais ça recoupe des choses qu'on avait dit. C'est que la fureur n'est pas du tout une fureur, si vous voulez, d'ordre sentimental ou sexuel. Mon mari m'a trompé. C'est la fureur de la femme qui, en tant qu'héritière d'une lignée, est mariée à quelqu'un, voit arriver un fils de son mari, lequel fils va être installé dans la maison, et en tant qu'héritier, va d'une part, bien sûr, exercer un pouvoir dans la maison, mais surtout, va la déchoir, elle, de son rôle de maîtresse de maison et de mère, de son rôle de souche de la lignée, et par conséquent, déchue de ses droits, elle va mener une vie solitaire, misérable et abandonnée. C'est cela qui provoque chez elle la fureur, et puisque et dans cette fureur, elle va dire ceci qui est, je crois, essentiel. Puisque mon mari veut m'imposer contre mon gré, sans me le dire, un fils qui n'est même pas de moi et m'humilie, je suis la victime de son injustice, et je suis la victime de son injustice à cause de quoi? Parce que le Dieu, parce que Apollon lui a désigné ce fils qu'il a. Car
Créuse, à ce moment-là, croit toujours, comme Xouthos, que le lion ainsi désigné est le fils naturel de Xouthos. Mon mari m'impose un fils qui n'est pas le mien, sur l'indication du Dieu qui est celui qui m'a fait à moi un fils que je ne peux pas retrouver. Et je me trouve donc maintenant prise entre les deux injustices. L'injustice du mari qui, bien qu'étranger, amène à Athènes un fils qui n'est même pas athénien, mais qui va y exercer le pouvoir et va me déchoir, moi, de mon statut de fille d'héritière, de fille épiclère d'Érectée. Et d'un autre côté, tout ceci à cause d'un Dieu dont j'ai été victime, puisqu'après m'avoir fait un enfant, il m'abandonne. Et c'est dans cette colère que Créuse va parler, et va parler dans une scène qui est très exactement une double scène, une scène à la fois, une scène d'aveu qui se fait sur deux registres, l'aveu blasphématoire, l'aveu accusateur prononcé contre Apollon, et d'autre part l'aveu en quelque sorte humain, l'aveu péniblement arraché mot à mot dans un dialogue avec le pédagogue. Et c'est ce double aveu qui va constituer un des pièces essentielles de la pièce, des éléments essentiels de la pièce, c'est-à-dire que pour passer de la réticence du Dieu oraculaire qui se refuse à parler au discours vrai qui va fonder pour Ion la possibilité d'user de la parésia dans Athènes, la nécessaire découverte de la vérité va passer par le moment, un moment singulier, très différent dans sa structure, dans sa fonction, dans son organisation, dans sa pratique discursive et de l'oracle et du discours politique. Cet élément médian, cet élément nécessaire, cet élément à double face d'ailleurs de l'aveu, c'est cette scène dans laquelle Créuse dit aux dieux, ou dit plutôt publiquement, rappelle publiquement aux dieux la faute qu'ils ont commise ensemble, aveu public, et se tournant vers le pédagogue, elle lui dit à mi-voix la faute qu'elle a commise. Ce double aveu en volet va faire le pivot de la pièce, et c'est malheureusement de ça que je parlerai la prochaine fois, parce que j'ai pas eu le temps de finir cette fois-ci. Je vais vous montrer comment tout ça s'enchaîne. Bon. Alors, pour ceux qui veulent, rendez-vous tout à l'heure dans